Bien, on va pouvoir enchaîner avec notre deuxième session et deuxième demi-journée de ce colloque. Nous accueillons pour le début d'après-midi Étienne Barzac. Donc vous êtes responsable du pôle patrimoine, mais également de l'architecture et des sites à la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire. Vous êtes donc agent du ministère de la Culture, tout comme moi. Et je voudrais, pour introduire cette session, citer un mot de notre précédente ministre, Rima Abdul-Malak, dans la lettre d'accompagnement qu'elle envoie aux différents propriétaires de sites labellisés architecture contemporaine remarquable. Je cite: « L'architecture est un miroir de notre histoire, ancienne ou récente. En mêlant technique et style, elle écrit le récit de nos paysages, de nos manières de construire la société et d'habiter l'espace. » Je trouve que tout est dit, d'autant plus que ce label Architecture contemporaine remarquable nous a été décerné tout récemment. La plaque en a été dévoilée il y a quelques instants. Et il fait suite à la précédente labellisation Patrimoine XXe siècle, dont les archives départementales de la Mayenne bénéficiaient depuis 2011. Et la présentation que vous allez nous faire cet après-midi va nous permettre d'y voir un peu plus clair dans ces labels architecturaux pour essayer de comprendre quels sont les enjeux du point de vue du ministère de la Culture de promouvoir à travers cette labellisation des sites dont les propriétaires sont très variés. Ok, merci. Alors j'avais prévu 3 documents à vous présenter. Un document qui vous présente globalement ce que c'est que le label ACR, un deuxième qui va parler de l'architecture contemporaine remarquable, la labellisation en cours sur le patrimoine du sport, l'architecture du sport, et puis un troisième sur les grands prix, puisque Perrault, qui a réalisé le bâtiment des archives, est un grand prix d'architecture, et le ministère nous demande de nous pencher sur les grands prix. On a 38 réalisations dans la région identifiées, réalisées par des grands prix de l'architecture. On va mélanger un petit peu tout ça parce que de toute façon la présentation s'est concaténée et donc je ne sais pas dans quel ordre ça va apparaître. Et puis, mais j'ai surtout moi envie de parler d'architecture parce que je suis architecte en fait. Et là, je fais l'intérim de la conseillère architecture. Et c'est vrai que de me repencher sur le label, etc., ça fait beaucoup de bien de parler d'architecture. Donc je vais vous en parler un petit peu. Et également aussi parce que je vais vous présenter des choses sur lesquelles j'ai travaillé quand j'étais étudiant. Et puis en fait, moi, après mes études d'architecture, j'ai été objecteur de conscience. Et c'est le moment où, en fait, on crée le label Patrimoine 20e. Et en fait, j'ai fait un stage dans une conservation des monuments historiques et dans une DRAC. Et en fait, c'était sur la protection du patrimoine 20e dans la région Nord-Pas-de-Calais, en fait. Donc ça, c'était en 99. Voilà, donc on va commencer. Alors je crois que ça va permettre d'activer. Oh, ça fait un beau vert. Bon voilà, on commence. Je vous montre l'ancienne plaque, celle qui a été posée ici, le label Patrimoine du XXe siècle. C'est créé en 99. Ce que j'expliquais pour ceux qui étaient là ce matin, c'est qu'à cette période, on a beaucoup de démolitions. On a du patrimoine de l'architecture du XXe siècle, je veux dire, qui est fragile. Je ne sais pas, vous voyez un petit peu ce que ça représente le mouvement moderne, ce que ça représente le Corbusier, comment c'est des architectures qui ont été critiquées, le fonctionnalisme, etc. Vous voyez un petit peu ces éléments-là. Donc en fait, on est sur une période où on ne sait pas trop comment critiquer dans le sens positif ces architectures. On n'a pas, on dirait, un mouvement qui s'oppose à des démolitions de patrimoine 20e. C'est vraiment une question d'experts, en fait, d'experts et d'architectes.
architecte. Alors je m'est venu à l'idée de faire un petit jeu. Bon, on en parlera tout à l'heure, mais l'architecture, c'est une expression de la culture, hein, c'est la loi de 1977, ça, sur l'architecture. Si par exemple on commence par ici, puis je vous dis, on enchaîne hein, sur les 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 personnes qui sont dans la salle, si je vous demande un nom d'un peintre, en fait, vous allez me trouver un nom de peintre. À vous? 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 À vous? Voilà. Bon, je pense qu'on va arriver facilement jusqu'au bout. Je pense que vous êtes quand même dans une bonne, dans le haut des gens qui sont cultivés. Si on fait ça avec des architectes, si vous me donnez un nom d'architecte. Ouais. On a déjà terminé. Allez-y. Ah, ça va, on va dire que ça va. Bon. Le Corbusier. Retsch. Ouais, ça, c'est... Vous voyez, c'est plus compliqué en fait. Pourtant, ce que je disais ce matin, c'est que avec les architectures, vous habitez dedans tous les jours des œuvres d'art. On les croise un peu moins souvent en fait. Il y en a une ici dans le hall qui a été installée. Mais vous voyez, notre culture, notre culture architecturale, elle n'est pas au niveau de notre culture, notre connaissance sur les autres disciplines artistiques en fait. Bon, ça c'est un petit passage pour vous dire que, par contre, c'est quelque chose qu'on se permet beaucoup de critiquer en fait, l'architecture, parce que ça est lié aussi au fonctionnement, c'est lié aux usages, c'est lié à des pratiques. Donc il y a vraiment un écart entre la culture architecturale qu'on peut avoir et la critique, parce qu'on l'utilise, qu'on peut lui décerner. Bon, c'est un petit aparté pour défendre un petit peu les architectes, je ne sais pas si ça va fonctionner. Alors, de où ça vient tout ça ? En fait, la protection du patrimoine 20e, donc elle vient aussi de ce contexte-là, hein, le retour sur la production architecturale du 20e siècle. Du coup, c'est une directive européenne qui parle en premier de tout ça. Alors, cette recommandation, elle a un numéro donc du Conseil de l'Europe relative à la protection du patrimoine architectural du XXe siècle. Donc là, vous avez les deux mots, hein, patrimoine et architecture. Et il y avait déjà des critères de sélection. Donc il y en a 5 qui sont dites, qui sont l'opportunité de reconnaître la valeur des créations significatives dans l'ensemble des styles, types, méthodes de construction du XXe siècle. Vous voyez, vous avez quand même beaucoup de notions ici qui apparaissent, style, type, méthode de construction. Donc on a affaire à des choses qui sont sur des techniques, de l'expression architecturale de l'art en fait. Et des types et des méthodes, donc on va être sur plutôt des typologies, des typologies de construction de bâtiments. Alors, non seulement les œuvres des créateurs les plus renommés d'une période ou d'un type d'architecture, mais aussi des témoignages moins connus, significatifs de l'architecture de l'histoire d'une période. Donc là, on est en train de différencier un petit peu la question de la notoriété de l'architecte des courants architecturaux. L'importance de prendre en compte parmi les facteurs de sélection d'une création non seulement les données esthétiques, mais aussi son apport du point de vue de l'histoire des techniques, des évolutions politiques, culturelles, économiques et sociales. Ça c'est important parce qu'on replace la production non plus seulement sur des questions d'esthétique et de technique, mais aussi dans le lien avec la politique, de la culture, de l'économie, du social, donc en lien avec la vie en fait. En 4, c'est l'impensable ouverture de la protection à l'ensemble des composants d'environnement bâti, comportant non seulement les constructions indépendantes, mais aussi les structures produites en série, les lotissements, les grands ensembles. Voilà. Donc là, on diversifie un peu la production, pas seulement sur des objets isolés, des gestes architecturaux, mais à l'habitation. Voilà. On va finir sur le 5e critère.
La prise en compte, bon, ça c'est important, ça vient peut-être un petit peu de ce qui se passe aussi pour les monuments historiques. Pour les monuments historiques, vous avez des monuments et puis vous avez des objets qui sont protégés au titre des monuments historiques. Donc là, on parle un petit peu de tout ce qui est décor, tout ce qui est mobilier, tout ce qui est équipement. Vous savez que dans toutes les périodes architecturales, ces choses-là sont un peu liées, et particulièrement au XXe siècle, on va dire, puisque la question du mobilier intégré, la question du le renoncement au décor peut-être pour avoir des choses qui sont plus du fonctionnel. Vous voyez, je vais vous montrer tout à l'heure des exemples où cette question-là, elles sont vraiment importantes. Vous voyez, on peut poser la question sur un monument historique. Vous n'allez pas vous poser la question. Quand je parle d'un monument historique, je veux parler d'un bâtiment ancien qui date d'avant le 19e siècle, on va dire. On se pose pas trop la question de l'équipement, en fait. On se pose la question du contexte culturel et social dans lequel il a été fait, de l'expression architecturale, du style, mais vous n'allez pas vous poser la question des équipements, en fait, des sanitaires, du fonctionnement de l'édifice, en fait. Enfin, en tout cas, justement, c'est quelque chose que, vous voyez, si on doit parler de patrimonialisation de l'architecture, moi je dirais que plutôt qu'il faudrait faire l'inverse, quoi. Il faudrait plutôt apprendre à regarder nos monuments historiques comme des architectures, enfin en tout cas les bâtiments anciens comme des architectures. Et bien souvent, on les regarde avec leur valeur d'ancienneté et on n'a pas cette approche, pourquoi c'est construit comme ça en fait. Alors, comme on était sur du patrimoine du XXe siècle, et puis par rapport à la sensibilité de la personne à la DRAC qui faisait ses dossiers de candidature au label, on a dans la région beaucoup de blocos qui ont été protégés. En fait, c'était aussi un vide parce que le label 20e, il a un peu été créé pour être l'antichambre de la protection des monuments historiques sur le patrimoine 20e. On s'est dit, on va labelliser et puis on verra s'il y a une conscience patrimoniale qui va pouvoir arriver jusqu'à une protection. Nous, dans la région, on n'avait pas de protection de bloc-host, ça n'intéressait pas la conservation des monuments historiques. Et donc, il y a eu toute une vague de protection, de labellisation de bloc-host qui a été fait au titre du patrimoine 20e. Ça pose question, parce que vous voyez que maintenant, on a retiré le mot patrimoine et on est sur le mot architecture. Donc, est-ce que ça, c'est une architecture contemporaine remarquable? Je ne sais pas. Enfin, je ne veux pas vous répondre, c'est vous qui pouvez répondre. En tout cas, on peut dire qu'il y a quand même un architecte, parce que tous ces éléments-là, ils ont été construits en série à partir de plans où il y a un architecte qui a dessiné tout ça. Donc on arrive en 2016. Vous voyez qu'entre 1999 et 2016, il y a eu un petit temps de latence avant la transformation du label patrimoine 20e en label architecture contemporaine remarquable. Donc qu'est-ce qui a changé ? On a assez parlé de la question architecture et patrimoine. Ce qui a changé, alors on a des labels qui sont décernés pour des édifices qui ont moins de 100 ans en fait. C'est pour ça qu'il y a le mot contemporaine. Donc on a des édifices qui, s'ils sont antérieurs à 1924, ne pourront pas être labellisés architecture contemporaine remarquable, et ceux qui ont été construits en 1924, cette année ils vont sortir de la liste. Il y avait des critères d'éligibilité pour le patrimoine 20e. Le label patrimoine 20e, il était surtout aussi fait pour qu'on ait un petit peu une identification autour de l'architecture, qu'on sensibilise, etc. Là, on est sur quelque chose qui va tout de suite apparaître un peu plus scientifique, et on a des critères d'éligibilité qui sont donnés. Donc on retrouve un petit peu décliner les 5 critères de la directive européenne. Vous avez donc la singularité de l'œuvre, le caractère innovant expérimental de la conception architecturale, urbaine, paysagère ou de la réalisation technique, donc la notoriété de l'œuvre, l'exemplarité de l'œuvre dans la participation à une politique publique.
la valeur de manifeste de l'œuvre en raison de son appartenance à un mouvement architectural ou d'idées reconnues et l'appartenance à un ensemble ou à une œuvre dont l'auteur fait l'objet d'une reconnaissance nationale ou locale. C'est peut-être un peu trop précis tout ça, et on sent que derrière, vous voyez qu'il y a presque des... c'est presque un petit peu orienté. Vous voyez, on a par exemple sur la notion de participation à une politique publique, c'est un peu plus réducteur que ce qu'on avait dans la directive européenne qui parlait de contexte social, économique, etc. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est un peu plus axé. Pareil sur la singularité de l'œuvre, je trouve qu'on est sur des critères qui sont plus réducteurs que ce que disait la directive européenne. Bon, ça c'est mon point de vue. Ça n'empêche que on a quand même du coup on a très peu d'édifices qui ont été labellisés ACR en fait. Ce dont on hérite, c'est l'ensemble des édifices qui étaient labellisés patrimoine 20e qui sont donc devenus des labels ACR, moins ceux qui ont disparu de la liste puisqu'ils ont plus de 100 ans, et moins ceux qui ont été protégés au titre des monuments historiques. Puisque je vais vous montrer des exemples d'édifices dans la liste qui ont été protégés au titre des monuments historiques. Donc on a à peu près une cinquantaine de labels. Là, je vous en présente un. L'architecte, c'est André Wojcinski. Wojcinski, c'était quelqu'un qui a travaillé avec Le Corbusier. Je crois que la maison, elle date des années 60. Je ne vais pas avoir toutes les dates en tête. Les critères qu'on pourrait dire, si on devait labelliser ça ACR, c'est la notoriété de l'architecte. Wojcinski. Là, c'est une œuvre, c'est un unicum, hein. C'est pas quelque chose qui sera construit en série. Néanmoins, c'est quelque chose qui a été construit avec des principes architecturaux. Alors, je vais faire un petit point là-dessus parce que je vais vous montrer ensuite un autre bâtiment qui a été protégé au titre des monuments historiques qui a moins de 10 ans quand il a été protégé, qui a été construit par un autre architecte. Je vais vous faire un petit peu une explication d'architecture là-dessus. Donc ça a été construit, on va dire, avec le principe des 5 points de l'architecture de Le Corbusier. Les 5 points de l'architecture, c'est un peu une doctrine qu'a formulé Le Corbusier à partir de l'utilisation du béton armé. Donc les 5 points, le premier ça va être le pilotis. En fait, on construit plus avec des gros moellons, on n'est pas obligé d'avoir des grands murs porteurs, on a des petits poteaux en béton. Donc le pilotis, c'est issu de la construction en béton armé, donc on a des pilotis en fait. Vous voyez cette maison-là, on voit bien les systèmes des poteaux qui sont apparents en façade. Le deuxième point, c'est qu'on a des plans libres. Comme on a des poteaux, on n'est plus obligé d'avoir des murs porteurs qui conditionnent l'espace. On a des plans qui sont libres. Ils sont libres de tout cloisonnement. On met les cloisonnements où on veut, indépendamment de la structure. Le troisième point, c'est la façade libre. En fait, la façade n'est plus porteuse. Vous voyez, les constructions anciennes, la façade et les murs refends sont porteurs. Donc la façade, elle n'est pas libre puisqu'elle doit descendre des charges. Ici, vous avez une façade qui est complètement libre. Elle est remplie de vitrages ou de parties pleines, opaques, mais ce sont pour contrôler les transparences. Il y a le rôle porteur, il est uniquement joué par les poteaux. Il y en a un quatrième qui est la fenêtre en longueur. En fait, quand vous avez des descentes de charge en façade, vous êtes obligé de faire, pour avoir le maximum de lumière, d'avoir des percements qui sont verticaux, parce qu'on essaye de garder les largeurs pour descendre les charges. Donc on a des percements verticaux. Avec le béton armé, en fait, les descentes de charge, ça n'a plus vraiment d'importance, puisqu'elles descendent par les poteaux. Donc on peut avoir des fenêtres qui soient des fenêtres en longueur. Bon, là, vous avez une autre évolution de la fenêtre en longueur, ça s'appelle le pan de verre. Donc vous avez des pans de verre que utilisera aussi Le Corbusier dans des bâtiments, où on aura des façades qui sont complètement vitrées. Et le cinquième point, c'est le toit terrasse. En fait, on n'a plus besoin de faire des toits en pente. Avec le béton, on peut avoir un toit plat. Et donc on a des toits qui peuvent servir de terrasse, de solarium, etc. C'est pas le cas sur cette maison, je crois, mais je ne l'ai pas
visiter. Donc là, on a un exemple typique d'une architecture moderne, fragile, qui a été labellisée patrimoine 20e et qui est devenue architecture contemporaine remarquable, qui pourrait largement devenir un monument historique, comme l'ensemble d'œuvres de Le Corbusier en France. Pas l'ensemble, tout n'est pas inscrit, mais est protégé au titre des monuments historiques et est même inscrit sur la liste du patrimoine mondial pour presque l'ensemble de sa construction dans le monde, en fait. Voilà un édifice qui est au Mans. Donc vous avez une photo ancienne. Cet édifice-là, il a été labellisé, mais il y a encore la plaque patrimoine 20e dessus, sauf qu'en fait, il a été construit avant 1924, donc il n'est plus dans la liste. Et donc là, typiquement, c'est un édifice pour lequel on doit se poser la question de sa protection au titre des monuments historiques. Voilà un édifice qui a été labellisé. En plus, c'est une architecture du sport. Ça a été fini. La fin de la construction, c'est 1970. Et cet édifice-là, il est inscrit monument historique. C'est à Saint-Nazaire. Hein, ça s'appelle la Soucoupe. C'est une salle de sport. Je l'ai déjà dit, je crois. Qui est construite sur un grand ensemble d'équipements sportifs qui se succèdent. Donc vous avez la piscine. Je ne sais pas si elle existe encore, mais ça s'appelle la Plaine des Sports. On a une succession d'équipements, dont cette Soucoupe en béton armé, dont la commission régionale d'architecture du patrimoine a même proposé qu'on classe monument historique, donc une protection plus forte encore que l'inscription au titre des monuments historiques. Donc celui-là, il est sorti de la liste également. Et donc ça, c'est le seul édifice qu'on a labellisé architecture contemporaine remarquable. Et celui-ci, donc ça, c'est l'école d'architecture de Nantes. En fait, c'est Lacaton et Vassal. Vous voyez juste en bas, ces architectes-là, ils ont eu le Grand Prix Jeune Talent en 99. Ils ont le Grand Prix National d'Architecture en 2008 et ils ont eu le prix Pritzker en 2021. Je crois qu'on a labellisé en 2020, donc on a eu le... Je dirais pas que c'est grâce à nous qu'ils ont eu le Pritzker, mais en fait, on a eu la bonne idée de le faire juste avant. Donc là, peut-être qu'ils vont venir proposer cette année la plaque architecture contemporaine remarquable sur l'édifice. Si vous avez des questions là-dessus, pourquoi c'est labellisé, etc., on peut parler de cette architecture, parce que c'est quelque chose qui a un type de construction particulier. C'est des architectes qui ont une doctrine particulière. Vous allez pouvoir retrouver des éléments comme le poteau, comme la façade vitrée, comme le toit terrasse, des choses comme ça. Mais leur discours et leur doctrine architecturale elle va au-delà de ces points. Alors, quelle heure est-il ? 34. Donc là, je vais vous reprendre quelques notions pour un petit peu s'interroger. Puis après, on fera plus une balade dans les édifices qui vont être labellisés architecture contemporaine remarquable sur le patrimoine sportif. Puis je vous présenterai aussi les grands prix qui ont été recensés par un vacataire du service architecture de la DRAC. Donc je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'architecture est une expression de la culture. Donc il y a une loi qui date de 1977 sur l'architecture. C'est celle qui a créé les CAUE, Conseil architecture, urbanisme, environnement. Et puis à l'époque les SDA, qui sont devenus les UDAP. C'est là où exerce l'architecte des bâtiments de France. L'architecte des bâtiments de France, lui, il a été créé par la loi de 13, on va dire. Mais, il a été créé en 40... la création du corps des ABF, c'est 44, je crois. Mais en fait, c'est un fonctionnaire qui existait déjà sur d'autres formes. Et en 77, on lui a créé le service, les services départementaux de l'architecture, qui sont devenus les SDAP, puis les UTAP et enfin les UDAP.
Alors je vous ai mis pour discuter un petit peu sur la question de la patrimonialisation et puis de la pourquoi on labellise, qu'est-ce que c'est architecture contemporaine remarquable. Contemporaine, je vous ai dit, c'est juste par rapport à la question des 100 ans, donc on a trouvé le mot contemporain pour dire que ça avait une actualité, que c'était lié par rapport à quelque chose de très récent en fait. Et puis remarquable, je ne vais pas commenter le mot parce qu'on a déjà expliqué quels étaient les critères sur lesquels on pouvait se baser pour définir que cette architecture était remarquable. Par contre, on va partir un petit peu sur la définition de l'architecture. Donc je vous en ai mis quelques-unes. Celle du dictionnaire, d'un dictionnaire, on va dire, qui dit simplement c'est art, science et technique de la construction. Donc là on est sur le faire en fait, ça veut dire que en gros on est sur de la fabrication qui est soit un art, soit une science, soit une technique. Il y a un point de vue qui va être c'est Vitruve. Bon, ça c'est quelque chose qui est souvent dit aussi, mais on va sur les finalités de l'architecture, on a un petit peu sur les mêmes notions que ce qu'il y a juste au-dessus, hein. Solidité, utilité et élégance. Peut-être qu'il faut quand même retenir le mot utilité par rapport à ce qui est dit plus haut, parce qu'on est plus haut, on n'est que sur de la construction. Là, on est sur de l'utilité. Ça veut dire que l'architecture, elle sert à quelque chose. Hein. C'est pas simplement une œuvre d'art. Bon, Le Corbusier, quelqu'un l'a cité tout à l'heure, lui, il dit l'architecture, c'est le jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière. C'est un peu... je voudrais pas réduire faudrait pas que cette phrase réduise la doctrine de Le Corbusier en fait, parce que là on a l'impression qu'en fait l'architecture c'est quelque chose qu'on regarde quoi, en fait. Donc c'est quelque chose qui tient lieu d'un espèce d'assemblage savant, esthétique, etc. Et où il y a la notion quand même d'environnement, de lumière, etc. Et de volume qu'on regarde. Donc ça veut dire que par rapport à l'architecture, on est sur quelque chose qu'on contemple en fait. C'est un peu réducteur par rapport à tout ce que peut dire Le Corbusier, hein, et notamment dans cette phrase-là, il n'y a pas la notion d'utilité qui est dite. Et Le Corbusier, pour compenser et puis pour vraiment avoir que vous ayez une autre image de lui, il a dit entre l'architecture et la vie, c'est la vie qui l'emporte, quoi. Donc ça veut dire que la question de l'usage, la question de l'utilité, la question de l'habitat, c'était quelque chose d'important dans sa conception de l'architecture. Même si on pense que c'était quelqu'un qui était très doctrinaire, qui faisait des espaces carcérales, en fait, c'est pas vraiment... Enfin, on peut avoir une autre lecture de sa production architecturale. Un autre architecte moderne, Adolf Loos, qui est quelqu'un qui a écrit beaucoup de chroniques d'architecture, qui est très rigolo. C'est quelqu'un qui a dit, qui a écrit un texte qui s'appelait la mort comment ça s'appelle. En fait, il explique la mort du décor, en fait, la fin de l'architecture en carton-pâte, de la décoration. Et en fait, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que vous voyez, sur Le Corbusier, la définition qu'il y a, c'est plus sur on est observateur. Là, on parle d'engrenage des espaces. Donc ça veut dire qu'on va plutôt être dans un intérieur maintenant. L'architecture, c'est de l'espace, en fait. Donc on n'est pas simplement sur des volumes qu'on observe, mais on est sur des volumes qu'on habite, qu'on occupe, dans lesquels on a des sensations. Alors Robert Venturi, c'est quelqu'un qu'on va qualifier d'architecture post-moderne, c'est après le mouvement moderne, donc il est un peu critique par rapport à Le Corbusier, tous les architectes du mouvement moderne justement qui ont dit la fin du décor. Et lui il dit que l'architecture c'est comme un abri décoré. Donc vous avez la notion d'espace, la notion d'intérieur avec l'abri, hein, ça protège, mais on est décoré, ça veut dire qu'il y a... Décorer, ça veut pas forcément, c'est pas tout à fait la même chose qu'un art. C'est un décor. Donc
Vous voyez, il prend l'image, par exemple, d'un canard qui serait une habitation, en fait. Ça veut dire que l'architecture, elle exprime quelque chose. Il y a des mouvements... Vous connaissez sans doute quelqu'un qui s'appelle Guéry, qui a construit un bâtiment fameux à Paris, Vuitton, tout ça. Il a construit ses premiers bâtiments en fait dans une expression architecturale. Bon, je sais même plus si c'est Guéry en fait, mais par exemple, il y a un bâtiment, c'est une paire de jumelles à l'entrée en fait. Donc on a un bâtiment où on a l'expression d'un abri décoré. Donc on met une paire de jumelles. Je vous ai mis Stark, il n'est pas architecte, mais il est designer. Vous connaissez sans doute le nom de Philippe Stark. Lui, il dit « Dans mon travail d'architecture, je crée des scénarios dans la vocation de rendre les habitants plus confiants, plus beaux et plus amoureux. » Donc vous voyez, là, on n'est plus sur des questions de volume, des questions d'habiter simplement. On est sur vraiment de la psychologie, de la question de la sensation qu'on produit quand on crée un espace, en fait. Donc on va être sur des dispositifs. Il a une autre phrase qui dit que une œuvre architecturale réussie, c'est quand le soleil éclaire votre table où vous prenez le café le matin, quoi. Voilà. Donc on est sur des dispositifs. Et puis enfin, je vous cite Rem Koolhaas. C'est un architecte très important dans la deuxième partie du XXe siècle. Lui, il dit « L'architecture n'est pas une réponse limitée à une question limitée. C'est une façon de réfléchir. Quand j'étais jeune, j'étais sceptique sur ce point. Je pensais qu'il n'était pas possible de comprendre le monde en s'appuyant sur une profession aussi ancienne. Aujourd'hui, je pense que cette discipline a une profondeur intellectuelle qui permet de regarder vers l'avenir. C'est une façon de lire le monde. » Bon, là, vous pouvez rapprocher ça du critère tout à l'heure qui était de prendre en compte le contexte social, économique, politique, etc. Mais Rem Koolhaas, il a fait beaucoup d'expositions où il parle des transformations du monde, des effets du monde capitaliste sur la production architecturale, etc. Enfin, voilà, on va dire qu'on arrive à une définition qui englobe toutes les autres, mais qui va au-delà. Et si on est rétroactif là-dessus, vous verrez que Le Corbusier, des discours sur comment doit être le monde, comment est le monde, etc., il en a plein en fait. Il a analysé les transformations qui sont produites par le monde industriel et comment on doit se situer là-dedans, quoi. Donc voilà. En fait, ces successions de définitions, on peut les tourner en boucle en fonction de l'importance qu'on donne à est-ce que l'architecture c'est un art? Est-ce que c'est simplement une technique de construction? Est-ce que c'est le reflet d'une période? Voilà. Et en fait, on va dire que tout est un petit peu dans l'ensemble de cette définition. De ces définitions. Où je voulais en venir, je ne sais plus trop, mais ce que je peux vous dire quand même, c'est que je vais vous montrer la construction suivante pour voir un petit peu. Alors, je ne sais pas si quelqu'un connaît cette construction-là. Mais ça, c'est une construction de Rem Koolhaas, en fait. Et c'est à Bordeaux, hein, donc c'est pas dans la région, mais c'est quand même dans notre pays. C'était pour parler de la question de l'architecture et de la question du patrimoine. Donc du label RCR et du monument historique. Parce qu'il y a une question de patrimonialisation de l'architecture, et moi je préférerais dire qu'on ait un regard d'architecte ou qu'on comprenne les monuments, qu'on les explique par l'architecture en fait. Là vous êtes sur un monument historique en fait. Cette construction-là, elle a été protégée. Elle n'avait pas 10 ans en fait. Alors, Rem Koolhaas, c'est un architecte qui a construit des grands projets urbains. Il a fait un projet urbain à Lille. C'est un architecte qui a écrit beaucoup de choses, qui a écrit des manifestes de la seconde partie du XXe siècle importants, hein. Des gros ouvrages comme SML, XL par exemple, small, medium, enfin vous savez ce que ça veut dire, mais ça parle des différentes échelles en architecture. Il a écrit une compilation qui parle de tous les éléments de l'architecture. Ça veut dire qu'il parle du poteau, il parle de la fenêtre, il parle du toit, etc. Tout ça, enfin bon, bref. Il a fait des expos sur le monde capitaliste, la question du commerce dans le monde, etc. Enfin bon.
Et là, il en avait fait une sur la question de l'agriculture et de la transformation du paysage agricole et de son sa mécanisation en fait. Bon, bref. Pourquoi je vous montre cette maison-là ? Parce qu'elle était labellisée, elle n'avait pas 10 ans. Et elle a été monument historique, elle n'avait pas 10 ans. Et dans les échanges de courrier qu'il y a eu, donc quand on fait une protection, on a un avis du conservateur des monuments historiques. Le conservateur des monuments historiques, il a dit « Bon, cette œuvre, elle est très récente, mais on est sûr que dans l'avenir, elle sera monument historique. Donc pourquoi pas la protéger maintenant ?» Donc ça, c'est intéressant par rapport à la question du label patrimoine 20e, où on voulait se donner du recul. Là, on ne s'est pas donné de 10 ans pour dire que ça, il fallait le conserver parce que c'était une œuvre majeure, quoi. Bon, très bien. Hein. Moi, je ne critique pas le fait que ce soit un monument historique. Je suis juste en train de poser les questions de doctrine qui font qu'on formule les choses. À Rem Koolhaas, on lui a demandé son avis sur la protection. Et là, je trouve que ce qui est intéressant par rapport à la question du label, parce que vous voyez que le label, on a des critères qui sont l'intérêt architectural, on ne va pas revenir sur les critères, mais il y a des critères. Et lui, le critère qu'il a donné à cette construction-là, il a dit ce qu'il faut conserver là-dedans, ou non, il n'a même pas dit ce qu'il fallait conserver. Il a dit ce qui fonde ce projet architectural. Je vais vous le montrer. C'est ça, en fait. Parce qu'en fait, cette construction, elle a été faite pour une personne qui se déplace en fauteuil roulant. Donc vous voyez le piston là, ce qui est un poteau en fait c'est un piston qui met en mouvement une pièce. Donc là où il y a la chaise et le bureau, en fait c'est cette pièce là qui lui permet de se déplacer entre les différents niveaux. Donc et le long de cette pièce il y a sa bibliothèque qui parcourt les 3 niveaux. Donc il a dit que l'intérêt de cette construction c'est ce dispositif là. Voilà. Ça pour vous dire que alors cette construction là maintenant elle est monument historique, mais les labels ils sont inscrits, mais ils sont pas destinés à ne pas évoluer en fait. On les inscrit, on les labellise à un moment donné, mais même dans l'écriture de ce qui définit le label, on n'est pas du tout sur une logique de conservation, on est sur une logique de prise en compte de l'intérêt architectural de l'œuvre et de maintenir son intérêt architectural, d'où les critères qui l'ont fait. Et des labels qui sont qui ont évolué, il y en a un certain nombre. Là, ça c'est quelque chose qui est labellisé, c'est construit dans les années 70 aussi, terminé dans les années 70, l'architecte c'est Kalugin, c'est à Angers. Là on est sur un habitat collectif, sur un parc public, et il y a un projet bien sûr on est sur du béton projeté, hein, vous avez des formes courbes, la photo le montre pas forcément, mais on est vraiment sur des choses qui sont courbes. Donc là il y a toute une réflexion sur l'isolation là-dessus, et l'enjeu c'est pour le bailleur, c'est de réussir à prendre en compte le label, ce qui va y arriver, etc. Mais il y a une vraie conscience de l'intérêt architectural ou de la spécificité de cette construction. Et du coup, il n'aura pas de contrainte. Hein, le ministère de la Culture ne met pas de contrainte sur un édifice labellisé. Il a simplement besoin de déclarer ses travaux, ce qui fait que soit on a pu rentrer dans un processus de patrimonialisation de cette architecture. Ça veut dire qu'une conscience du propriétaire suffisante de l'intérêt architectural pour qu'on aille vers une protection qui conduirait à dire on ne peut pas isoler de cette manière-là, etc. Soit on arrive avec une approche architecturale à maintenir les caractéristiques qui ont donné lieu à la labellisation dans une rénovation énergétique, soit on n'y arrive pas, et dans ce cas-là, on va délabelliser, quoi. Donc voilà les objectifs du label et comment il peut évoluer.
Il reste 10 minutes. J'avais prévu de vous présenter 2 choses à votre demande. Donc ça, c'est les architectures du sport qu'on a en projet de labellisation. Vous savez qu'il y a les Jeux Olympiques, le ministère de la Culture voulait s'inscrire dans l'événement. Donc on a un projet de labelliser les architectures du sport. Je vous présente brièvement. On a lancé dans 2022 une étude. Ça, je vous montre quand même ce tableau parce que ça montre le contexte historique, économique, social. Donc c'est les différents événements qui sont produits. On a perdu aux Jeux Olympiques. On s'est dit on est vraiment trop nul en sport. Il faut qu'on construise des équipements pour qu'il y ait plein de sportifs en France. Donc il y a eu des campagnes comme ça de protection, de construction de piscines, de stades, etc. pour qu'on devienne meilleur. Et du coup, ces campagnes de construction, elles ont été identifiées. Et puis, nous, dans la région, on a une caractéristique sur différents sports où on est très représenté. C'est le cyclisme, je sais pas si le hippisme, et puis le troisième, je sais plus ce que c'est, la voile. Et donc voilà, 23 édifices ont été sélectionnés. Il y en a 24 qui apparaissent ici, mais il y en a 2 qui ont été retirés et puis un qu'on a rajouté. Vous voyez par exemple, c'est cet hippodrome. Le but, ça a été de trouver des exemples sur différents types de sports, étalés sur toute la région et puis représentatifs de différents courants architecturaux. Vous avez un autre hippodrome, donc sur le même hippodrome, ça c'est le cadre noir Saumur avec des bâtiments où vous allez voir un peu spectaculaires comme celui-ci. Je ne sais pas si vous connaissez. Un autre manège qui se situe lui à Angers. On n'a pas pris ce bâtiment-là parce que vous voyez, il est de 27 et comme on va protéger sans doute en 25, ce sera que pour 2 ans et puis bon, il a été altéré pas mal. Une base nautique à Saint-Jean-de-Mont. Voilà, construite juste devant cet ensemble d'immeubles qui est aussi remarquable. Une des prochaines volontés, c'est de protéger les grands ensembles, justement pour pouvoir avoir une réflexion sur tout ce qui est isolation thermique. Je vous les présente vite fait. Ça, c'est au Mans. Donc ça, c'est une autorité de l'architecte, mais c'est plus une salle de sport, c'est plus une piscine, c'est un équipement qui sert pour le cirque. Et vous voyez qu'on a conservé le bassin et qu'il y a juste un plancher qui est au-dessus. Donc bon, voilà. Une piscine tournesol, pareil, qui a beaucoup été transformée, mais ses caractéristiques, c'est-à-dire l'ouverture du toit, etc., sont conservées, donc ça pourra être labellisé. Je vous les montre brièvement. Alors une autre piscine, un autre modèle de piscine avec un toit ouvrant, c'est les piscines Canton. Donc il y en a plusieurs, il y en a une qui a été sélectionnée. Celle-ci, c'est à Château-Gontier, donc ça c'est dans votre département, avec un toit ouvrant également, mais un autre système de toit ouvrant. Des constructions qui vous semblent un petit peu basiques, hein, mais voyez là, vous avez l'expression d'un système constructif, il y a la notoriété d'architecte. En fait, pour labelliser, on va avoir un certain nombre de critères qui vont être mis dans une grille d'analyse. Donc ça, c'est une salle de sport à Nantes, donc on est sur une architecture brutaliste, hein, du béton brut, voilà. Une autre salle de sport qui est protégée pour système constructif, c'est-à-dire des poutres béton à grande portée. Et là, un autre système constructif, des poutres tridimensionnelles en bois qui sont que vous voyez ici à l'intérieur. Ça, c'est une salle de sport Woginski, l'architecte qui a fait la maison moderne que je vous ai montré en premier tout à l'heure, après le Blocos. Donc c'est lui qui est intervenu aussi là-dessus. Et puis voici un stade. Il y en a un deuxième qui est à La Roche-sur-Yon, c'est cette tribune-là. Voilà. Et puis on a des édifices dentés, dont 2 très récents. Celui-ci, une espèce d'anneau en inox où en fait la grande fenêtre que vous voyez tout en bas permet de voir l'intérieur de la salle depuis la rue, le stade de la Beaujoire, et puis le grand palais des sports de Evano, qui a aussi déjà été réhabilité. Donc là, vous avez une structure tridimensionnée en métal, une succession de salles qui s'accolent, le parc des sports Antares du Mans,
un effet de soucoupe volante, etc. Puis en fait, on garde, oui, la caractéristique, la dernière, c'était pas la voile, on a de la voile, mais c'était les circuits de 24 heures du Mans, donc le sport automobile. Et là, on ne sait pas jusqu'à où ça va s'étendre. Donc vous voyez, on a tous les critères qui s'enchaînent. Là, on les a reclassés par tradition sportive et puis par typologie. Typologie de construction. Voilà, charpente mobile, couverture bois, couverture béton, etc. Je vais vite passer sur les grands... Ah non, bah j'ai plus... Non, bah il n'y a pas mon document sur les grands prix, bah tant pis. Mon document sur les grands prix, donc je l'ai dit, un Perrault ici est Grand Prix d'architecture. On a un certain nombre de grands prix qui ont construit dans la région. Wozinski était un Grand Prix d'architecture. Perrault, il a au moins 2 édifices qui sont labellisés. Il y a une usine Apix qui est au Cellier à côté de Nantes, qui est labellisée, qui est aussi construite par Perrault. Et il me semblait qu'il y en avait un 3e. Vous avez Jean Nouvel, que vous connaissez un petit peu. Il a construit quelques bâtiments dans la région, dont surtout le palais de justice de Nantes. Qui est-ce que vous avez? Des gens comme Vasconi, Siriani, qui sont des architectes, on va dire, néo-modernistes. Peut-être un peu high-tech pour Vasconi. Enfin, vous voyez, vous avez tous ces grands architectes français là qui ont construit. Puis vous avez la Caton Vassal, hein, l'école d'architecture, qui est aussi déjà labellisée, mais eux, ils ont construit beaucoup de bâtiments dans la région. Donc on en a identifié 38. Ça fait beaucoup, donc il y aura sans doute une sélection qui va être faite pour pouvoir limiter le nombre d'édifices futurs labellisés. Je crois qu'il faut laisser un peu de temps aux questions, parce que je peux... Oui, on va prendre des questions dans la salle. Sylviana? Je m'interroge sur la protection des blocos qui sont dans un environnement instable. Ouais. On sait bien aujourd'hui que sur la côte atlantique, la plupart du côté de la Gironde, des Landes, partie dans l'océan. Voilà. Comment on protège l'architecture dans un environnement favorable? C'est la même question que pour certains dolmens. On a par exemple sur les lieux des dolmens qui sont en train de tomber de falaises, etc. Donc en fait, là, sur les dolmens, il y en a pour lesquels on renonce. On se dit, on peut pas prendre le dolmen, le déplacer ailleurs, etc. Là, ça voudrait dire qu'on consolide une falaise, etc. Alors, nous, on n'a pas de blocos protégés dans la région. Il n'y en a aucun. On a juste des labels. Des blocos protégés, il y en a pas mal dans d'autres régions, avec des choses qui sont un peu particulières. Ça pose aussi la question de protéger des choses en série. Vous voyez, les piscines tournesols qui sont une construction en série, il y en a des protégés un petit peu partout, ou des labellisés un petit peu partout. Comment on protège? En fait, on peut extrapoler. Vous voyez, on a des édifices qui sont construits sur des falaises, des châteaux forts où on doit maintenir l'environnement pour pouvoir les consolider. Ça pose, je veux dire, sur ces édifices-là, on se pose pas trop la question parce que la valeur patrimoniale, elle est complètement acquise. Sur les blocos, je dirais que la problématique, c'est plutôt de cette question de cette valeur patrimoniale, en fait, parce qu'il y en a qui sont... Il y a des fans de Blocos, je dirais même des fanatiques qui font toutes les visites de Blocos, etc., qui ont presque un culte pour cette construction, machin. Et il y en a qui sont très opposés à ces constructions-là. Voilà. Donc il y a vraiment, je sais que nous on a finalisé l'inventaire des Blocos ici. Moi je pense qu'il n'y a pas de choses qui sont pas connus et qui sont pas remarquables. Il y a un certain nombre de blocos qui sont déjà aménagés en musée. Mais la question de la médiation autour de ce patrimoine-là, c'est plutôt ça qui nous pose question plutôt que leur maintien et leur consolidation, quoi. Est-ce qu'il y a une réflexion préalable à l'intégration dans l'environnement de ces monuments contemporains?
C'est-à-dire, est-ce qu'on se pose la question de savoir s'ils sont bien intégrés ou pas ? Oui, et est-ce qu'on se la pose même au départ, au moment de leur construction ? Alors, est-ce qu'on se pose la question d'intégration de n'importe quel objet avant de le construire ? Est-ce qu'on se pose la question de la création d'un château fort, d'un château Renaissance, je pense qu'il faut. Enfin, moi, je pense qu'on peut pas avoir cette approche là sans l'élargir à tous ces objets-là, en fait. Pour moi, la question de l'intégration dans l'environnement, quelque part, c'est pas un sujet, en fait. C'est un sujet à partir du moment où on en fait une doctrine et où on en fait un principe, où on en fait un voilà. Donc on le fait ou on le fait pas. Moi quand j'étais à BF, on se posait la question de la question de représenter l'architecture, de faire de la sensibilisation architecture, etc. Et il y en a qui disaient ouais, il faut sensibiliser sur les constructions qui mettent en valeur une bonne relation à l'environnement, à la rénovation énergétique, etc. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait de toute l'architecture qui a été construite en plastique dans un contexte où il y avait du pétrole, où on se posait pas ces questions-là et qui sont de l'architecture. Et en fait, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de lier ces questions-là au contexte social, culturel, environnemental, tout ce que vous voulez, toute la doctrine ou toute la culture de l'époque. Vous voyez, vous parlez des blocos. Les blocos, on les a construits. C'est quand même pas un moment glorieux. Enfin, je sais pas ce que alors, je vais vous parler de Graham Colas. Graham Colas, lui, il a dit, devant toutes les contraintes qu'il y a de conservation, etc., on ne devrait pas nous dire ce qu'on peut conserver, en fait, ce qu'on doit conserver, on devrait nous dire ce qu'on peut détruire, en fait. C'est pour ça que j'ai bien aimé l'intervention tout à l'heure de l'archiviste qui disait qu'il détruisait 95% en architecture ou dans la construction. On ne détruit pas 95% de ce qui existe, quoi. On garde plus de 95%, on ne détruit pas grand-chose, en fait. Mais à chaque fois, c'est dramatique. Enfin, c'est perçu comme dramatique. Donc je réponds pas franchement à votre question, sauf qu'il faut élargir la question du contexte. Vous voyez, vous avez eu un certain nombre de manifestations sur par exemple, la statue Napoléon de La Roche-sur-Yon a été taguée parce qu'on estimait que c'était un dictateur, etc. Donc qu'est-ce qu'on doit en faire ? On doit dire on garde pas. Toujours pour citer Graham Colas, il a fait son diplôme sur Berlin, en fait. Et il se posait ces questions-là, en fait. La question du mur, la question d'être prisonnier d'une architecture, d'être prisonnier de cette histoire, et qu'est-ce qu'on garde pas. Ouais. Merci beaucoup, Étienne Bartsac. Je pense qu'on peut applaudir cette intervention. Alors vous avez attiré notre attention sur la reconnaissance de l'architecture à travers notamment les labels et l'attribution des grands prix. Cette reconnaissance, et on l'a entendu aussi dans ce que vous nous avez dit, elle nous invite à mieux connaître l'architecture, ce qui peut impliquer de l'étudier, de la valoriser, mais aussi pour pouvoir l'étudier, il faut la préserver. Et cela implique l'entretien de l'architecture. Et c'est précisément le thème de la prochaine session qui sera animée par Alban Chugnot, qui est directeur du patrimoine et de la culture du conseil départemental. Donc on va pouvoir vous remercier de votre intervention. Merci beaucoup. Et passer à la session suivante. Très bien. Merci beaucoup.